Cette capsule-ci, ça va être une capsule d'histoire et de géographie. Alors, en histoire, vous devez vous souvenir qu'on a vu les Algonquins et les Iroquois, qui sont deux grandes familles des nations autochtones. Dans les nations autochtones des Algonquins, puis si on se rappelle bien, les Algonquins, ils se sont aussi alliés avec les Français, ce qu'on va voir tantôt. Et dans ces nations-là, une des nations, c'est les Abénakis. Alors, aujourd'hui, on va parler des Abénakis. Ici, tantôt, je vais te raconter une histoire et c'est important que tu regardes bien ici. Qu'est-ce que c'est? C'est un porte-bébé. Alors, il y a beaucoup de nations autochtones qui utilisaient des porte-bébés comme celui-ci, entre autres les Abénakis, qui servaient à transporter le bébé soit sur son dos, mais aussi à l'accrocher après les arbres. Alors, le bébé était accroché sur l'arbre de cette façon-là. Les parents pouvaient le surveiller, puis il y avait pas, c'était moins dangereux pour les animaux sauvages. Si on regarde maintenant l'autre image, peut-être que tu te rappelles d'avoir vu des maisons. Alors, cette maison-là, ici, on appelle ça un wigwam. Alors, c'est une maison qui est faite ici avec de l'écorce d'arbre. Et c'était fait en rond. Alors, les Abénakis, ils faisaient des maisons comme ça, mais ils étaient semi-nomades. Ça veut dire qu'ils pouvaient défaire la maison et la refaire à un autre endroit quand c'était nécessaire. On a ici d'autres exemples de maisons. Alors, où ils vivaient, les Abénakis? Alors, quand tu as vu en Nouvelle-France, à ce moment-là, ils vivaient surtout dans le Maine, qui est aux États-Unis. Si on regarde la petite carte ici, là, avec les États-Unis, tout le Canada, alors ils étaient dans le Maine, aux États-Unis. Et il y en avait aussi qui étaient proches ici, là, on voit le Trois-Rivières. Alors, ça montait ici jusque dans le coin, ici, on le voit là, au Québec et aussi encore un petit peu aux États-Unis. Mais, on a vu que les Français, là, en Nouvelle-France, ils étaient surtout installés ici et que les Anglais étaient venus s'installer ici dans les 13 colonies. Les Abénakis vivaient ici. Et là, quand les Anglais sont arrivés, ils ont voulu prendre de plus en plus de territoire et ils ont chassé les Abénakis. Les Abénakis se sont alliés avec les Français pour combattre les Anglais. Et maintenant, aujourd'hui, de nos jours, les Abénakis, alors ça c'est la carte du Québec, tous les points, ce sont des nations autochtones différentes. Si c'est de la même couleur, ça veut dire que c'est la même nation autochtone. Ça veut dire qu'ils partagent la même culture, qu'ils ont la même langue. Il reste 2 points sur la carte pour nous montrer les Abénakis et c'est les 2 points qui sont ici. Alors, les Abénakis, là, du temps avant que les Européens arrivent, là, avant que les Français puis les Anglais arrivent, ils étaient à peu près 40 000. On estime parce qu'on n'était pas là à cette époque-là. Alors, on pense qu'il était environ 40 000. Aujourd'hui, il serait rendu environ 2 000 dans les 2 petits points ici. Si on regarde, ça c'est la carte du Québec avec un peu plus de couleurs, en plus grand. Alors, ils sont tout proches de Trois-Rivières. Nous, ici, on est ici, le Québec, la ville de Québec, à Wendake, qu'on a une nation autochtone Huron, les Hurons-Wendat. Et ici, Trois-Rivières, où il y a 2 endroits où ils vivent, les Abénakis, au Willinak et à Odanak. Alors, je pense que maintenant, vous êtes prêts à entendre l'histoire que j'ai à te raconter aujourd'hui, qui vient des Abénakis. Alors, tu as vu tantôt avec toutes les images qu'on a parlé des Abénakis. Maintenant, je vais te raconter une histoire qui se passe il y a très longtemps chez les Abénakis. Alors, écoute bien l'histoire. Il n'y a pas beaucoup d'images, là. Il y en a une ici, elle est toute petite, je te la montrerai. Tiens, regarde. Ça, c'est la seule image qu'il y a. Alors, tu vas devoir bien ouvrir tes oreilles. L'histoire s'appelle « Ours gourmande est malade ». Alors, Ours gourmande est une jeune fille aux pommettes rondes et aux longs cheveux noirs parés de coquillages blancs. Depuis sa naissance, elle a une santé fragile. Bébé, le simple fait de suspendre sa planche à un arbre exposé au vent la rendait malade. Tu as vu tantôt qu'on pouvait la suspendre sur une planche, les bébés. La nuit dernière, son sommeil fut agité. Si agité qu'elle a roulé hors de sa couchette de sapinage. Après avoir dormi sur le sol humide, elle s'est réveillée courbaturée,
en sueur et affligée d'une forte fièvre. Elle, d'ordinaire si gourmande, n'a pas faim. Elle refuse même l'eau d'érable recueillie hier. Sa mère, Biche légère, qui en a vu d'autres, va cueillir des herbes qu'elle fait bouillir dans un vase en terre cuite. Ours gourmande avale le liquide jaunâtre en grimaçant. Brrr. Mais quelques heures plus tard, elle ne va pas mieux. Sa famille fait donc venir le guérisseur du village. Après un rapide examen, le guérisseur va cueillir quelques feuilles d'une plante qui pousse sur le bord de l'eau. Tout en prononçant des paroles incompréhensibles, il écrase les feuilles dans de la graisse d'ours. D'une main, il applique l'ongle sur le corps de la malade et de l'autre, il agite une carapace de tortue remplie de cailloux. « Voilà qui devrait la guérir, dit-il, en se retirant pour la laisser se reposer. Mais le lendemain, Ours gourmande est toujours fiévreuse. Après une courte réflexion, le guérisseur décide de l'amener dans la tente à faire suer. Alors c'est une tente qui fait très très chaud. Il place des pierres brûlantes sur lesquelles il verse de l'eau. Le pauvre en ressort trempé et titubant. Ensuite, le guérisseur la plonge dans la rivière puis la frictionne, mais la fièvre persiste. En dernier recours, ce guérisseur écrase des morceaux de charbon de bois sur une pierre. À la demande du guérisseur, Biche légère approche sa fille pour qu'il glisse dans sa bouche entrouverte quelques cuillerées. Elle recrache aussitôt le tout en sortant la langue de dégoût. « Je ne peux rien pour elle, soupira-t-il. » Alors, en soirée, la famille se consulte autour du feu. Chacun se lève et donne son avis. Et finalement, à contre-cœur, ils se sont résolus à faire appel aux jongleurs du village voisin. En fait, c'est un peu comme un charlatan et ça coûte très cher. Aux grands mots, les grands remèdes qu'ils se disent. Il faudra puiser dans les réserves de maïs et de poissons séchés, parce qu'ils le payaient en maïs et en poissons séchés. Au matin, un curieux personnage aux cheveux ébouriffés et au visage maquillé apparaît dans la porte du wigwam. Alors, ce qu'on a vu tantôt, les petites maisons, il rentre dans cette maison. À sa vue, Ours gourmande ne peut retenir un petit rire. Au moins la petite fille, ça la fait rire. Il la tente enfin d'identifier le mauvais esprit qui l'habite. Puis il entonne un chant tout en la massant. Le voilà qui bondit maintenant et court en toussant, gesticulant et grimaçant pour faire fuir le mauvais. C'est tout un spectacle que la famille observe par l'entrée de la tente. Mais, après un long moment, force est de constater que l'état de la jeune fille ne s'améliore pas. Le jongleur entre alors dans la tente à faire suer. Il rentre tout seul. Il y reste plusieurs heures criant et agitant le tout. Il en ressort en hurlant et traverse le village à la course. Il renverse tout sur son passage. Il s'approche d'Ours gourmande et la secoue pour faire fuir le malin. Il pense qu'elle est possédée d'un esprit malin. Mais ses pires grimaces ne font même plus sourire la jeune fille. Il est complètement désespéré, le jongleur, et il retourne chez lui sans rien demander en retour. C'est alors que la grand-mère, jusque-là qui était demeurée en silence, s'exclame à l'endroit de Biche légère, de sa fille. « Oh, le capteur de rêve! Il a disparu. Ta fille l'a sans doute perdu lors de notre déplacement vers le village d'été. Un mauvais rêve qui l'aura alors rendue malade. » Sitôt dit, la grand-mère fabrique un capteur de rêve. Au centre, elle y attache une longue plume de hibou et suspend sans attendre le tout au-dessus de la couchette d'Ours gourmande. Alors toute la nuit et la journée suivante, la petite fille malade demeure plongée dans un profond sommeil. Elle n'en émerge qu'à la tombée du jour, fraîche comme une fleur. Alors elle était complètement guérie. Elle faisait juste manquer de sommeil. Alors pour fêter sa guérison, ils ont donc décidé de manger de l'ours. Alors chacun sa façon de fêter. Alors maintenant, qu'est-ce qu'un capteur de rêve? Alors ici, j'en ai un capteur de rêve. Je vais vous le montrer plus proche. Alors,
capteurs de rêve étaient suspendus au-dessus des lits pour pouvoir empêcher les mauvais rêves. Capteur de rêve, c'est que les mauvais rêves ils restaient pris dedans. Et comme ça faisait que la personne qui était en dessous dormait bien. Comme celui-ci ici, il y a des plumes. Alors, je crois que c'est peut-être soit des plumes de hibou, parce que chez les filles, normalement, c'était des plumes de hibou. Et pour les garçons, c'était des plumes d'aigle. Alors, voilà pour l'histoire du capteur de rêve. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez bien apprécié l'histoire de Madame Emily et sa présentation sur les Abénakis. Donc, ton défi, nous donner 3 informations que tu as apprises dans la présentation ou l'histoire de Madame Amélie. Tu nous les envoies par courriel ou tu nous fais une vidéo. Alors, allez-y, vous êtes prêts à faire ce défi.